Hicham Mourad, merci beaucoup d'avoir accepté de nous répondre dans cette série d'entretiens sur la lutte contre le Covid dans l'ensemble de la Méditerranée. Sur l'Égypte, il semble, d'après les derniers chiffres que j'ai vus, que le pays est assez bien résisté à l'épidémie. Vous êtes dans les statistiques officielles le 66e pays, donc assez bas dans la liste, avec 783 morts officiels en tout cas, c'est-à-dire 8 morts pour 1 million d'habitants. C'est parmi les pays de toute la région les moins touchés. Alors, on pourrait peut-être commencer par un bilan de l'épidémie en fonction de ce qu'est le système hospitalier D'abord, égyptien, bien je vous sûr. remercie de m'avoir invité pour parler de l'Égypte et le Covid-19. Bon, justement, vous avez bien remarqué au début que l'Égypte reste peu, je dirais, un peu affectée par rapport à d'autres pays, hein, vu l'importance de sa population. Je dirais, pour peut-être expliquer un petit peu, hein, donner peut-être quelques éléments d'explication sur cet état ou sur ce constat, c'est que il est vrai que les autorités égyptiennes, d'abord, en premier lieu, ont pris des mesures assez rapidement dès l'apparition des premiers cas de contamination. C'était en mois de mars, en gros. Donc, dès le mi-mars, le 19 mars exactement, ils ont commencé à prendre des mesures assez importantes, assez draconiennes quand même, d'affecter plusieurs, ils sont 17 hôpitaux qui sont affectés à la quarantaine, c'est-à-dire l'isolement complet, total, pendant 14 jours des premiers cas de contamination. Et c'est vrai qu'au début, et puis d'autres mesures de protection dans les lieux de travail, réduction de personnel, réduction également de temps de travail, et plus tard, des couvre-feux partiels de 7 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin, le lendemain. Et puis, ça a été réduit un petit peu pendant le mois du Ramadan, parce que le mois du Ramadan allait commencer, c'est un mois bien sûr sacré, où il y a le jeûne, donc ça a été réduit un petit peu de 2 heures, le début du couvre-feu, à 9 heures du soir, à partir de 9 heures du soir. Et puis après, une fois que le Ramadan est terminé, on est revenu à 5 heures, enfin même plus tôt, 5 heures l'après-midi jusqu'à 6 heures le lendemain. Et la fête qui suivait d'habitude normalement le mois du Ramadan a été complètement, je dirais, complètement fermée. On est en période de fête qui suit le mois du Ramadan, on est en plein dedans. Tous les magasins sont fermés, toutes les échoppes sont fermées. Il y a seulement les petites épiceries et les boulangeries et bien sûr les pharmacies. Tout le reste est fermé, y compris les transports publics. Maintenant, il n'y a pas de transport public du tout, ni métro, ni bus, etc. Donc, les mesures sont assez importantes qui ont été prises. Ça a joué énormément, à mon avis, ça a joué essentiellement dans les peu de cas, je dirais, par rapport à d'autres pays qui ont affecté le pays. Et puis, bien sûr, des mesures au niveau des hôpitaux et qui ont été poursuivies. Hein. Je peux me donner des détails, mais je ne peux pas trop occuper toute la place, mais d'autres hôpitaux qui ont été rajoutés. Il y a maintenant 320 hôpitaux qui partiellement sont dédiés également à l'accueil, au traitement de ceux qui sont éventuellement infectés sur l'ensemble du pays. Dès la fin du mois de mai, donc dans quelques jours, le port de masques chirurgicaux sera obligatoire avec des contraventions, des contraventions assez importantes, financières assez importantes. Même dans la rue? Non, la rue, c'est un peu facultatif. Donc, dans la rue, vous pouvez éventuellement marcher sans éventuellement circuler sans les masques. C'est recommandé. Mais si vous entrez dans un endroit, dans une société, dans une banque, dans un supermarché, etc., c'est obligatoire. Donc, j'imagine celui qui part de chez lui pour aller dans un supermarché à un quart d'heure ou à 10 minutes, il va enlever le masque puis le mettre. Normalement, il va le porter dès sa descente de chez lui. Donc, tous les autres, les écoles qui sont fermées d'ailleurs, oui, pour ne pas oublier, les écoles, etc., dès mi-mars, ont été fermées. Les universités, les écoles, toutes les écoles. Moi, personnellement, quand je donnais mes cours, à la deuxième semestre, on donnait ça en ligne. À votre avis, voilà, le sérieux extrême des mesures qui ont été prises était quand même lié au risque
considérable, parce qu'après tout, le Caire, c'est quand même typiquement une cible du Covid, avec une énorme concentration démographique, avec des quartiers très pauvres aussi, où les gens sont très entassés les uns sur les autres. Et puis, je ne sais pas ce qu'il en est, mais un système hospitalier qui n'aurait pas été en mesure de faire face s'il y avait eu des cas en beaucoup plus grand nombre, non? Oui, écoutez, bien sûr, les chiffres officiels qu'on connaît, hein, 17 000 de cas, de cas, 17 et quelques, hein, de cas de contamination juste aujourd'hui, bon, des ONG ou d'autres organisations contestent ces chiffres. Et je peux aller plus loin d'ailleurs. Le ministre de l'Enseignement supérieur vient d'annoncer il y a quelques jours que les chiffres réels, c'est plus que 70 000 en faisant des pronostics comme ça scientifiques. Il dit que les études montrent plutôt que les chiffres ne sont pas 17, mais 70. Bon. Et bien sûr, il n'y a pas de dépistage systématique ou dépistage massif de la population. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des cas de contamination ou d'infection qui ne sont pas recensés. Et voilà, je cite encore une fois la déclaration d'un ministre de l'enseignement supérieur qui a dit que c'est plutôt 70 000 ou 71 000. Donc, il se peut également qu'il y ait des cas qui ne sont pas recensés, surtout dans les quartiers où il n'y a pas vraiment le système sanitaire, etc. Le système de santé n'a pas de présence, où la population, éventuellement, ne déclare pas, ou s'il y a des morts, des décès, on préfère plutôt les enterrer directement sans aller annoncer ou chercher est-ce que la personne est morte de Covid ou d'autre chose. S'il a eu une pneumonie ou c'était plutôt le Covid-19. Donc, et il y a bien sûr ce cas, c'est possible. Il y a un mystère un peu dans tout le Proche-Orient, en fait. C'est-à-dire, si vous mettez à part l'Iran, évidemment, et la Turquie, Israël à vraiment un moindre degré, la plupart des pays de la région ont été peu touchés. Et c'est visiblement un mystère pour beaucoup de scientifiques. Moi, je ne prétends pas percer le mystère, parce que je ne suis pas moi-même scientifique, mais j'ai une petite idée sur la question, c'est qu'on ne tient pas compte du fait que, alors l'Égypte est un très bon exemple, la proportion de jeunes est tout à fait considérable, beaucoup plus élevée que dans des pays occidentaux, qu'il s'agisse des États-Unis ou qu'il s'agisse des pays d'Europe. Or, on sait que, jusqu'à nouvel ordre en tout cas, le Covid a moins de prise sur la population jeune. Est-ce que ce n'est pas ça qui joue aussi pour protéger l'Égypte de l'épidémie? C'est effectivement l'un des éléments qui sont avancés pour expliquer le peu de cas par rapport aux autres, hein, par rapport aux autres pays. C'est vrai que la population en Égypte et dans la plupart des pays du Moyen-Orient, hein, y compris en Afrique subsaharienne, la population est jeune. Par exemple, si en Union européenne, ceux qui sont plus de 65 ans, c'est-à-dire ceux qui sont les plus vulnérables ou à la maladie, cette proportion descend à 5%, par exemple, dans la majorité, y compris en Égypte, des pays du Moyen-Orient. Donc, vous avez là, c'est le quadruple en Europe ou aux États-Unis, c'est un peu moins, c'est 16% exactement, mais dans les pays du Moyen-Orient, c'est assez loin. Ce qui fait également, ce qui peut expliquer, en partie en tout cas, le fait que, puisque les jeunes sont les moins affectés, ils ont une meilleure immunité, ils ne sont pas affectés comme les personnes âgées, etc., ou ceux qui ont des maladies chroniques, et c'est l'apanage plutôt des personnes âgées, comme le diabète ou la tension artérielle, etc. Donc, c'est l'une des explications, effectivement, qui est avancée, et je pense que ça a une part de crédibilité. J'imagine, Hicham, que c'est difficile pour l'instant de se projeter dans l'avenir et de dire quelles sont les conséquences prévisibles économiques et sociales, je veux dire, de l'épidémie. Mais il est clair que l'importance du tourisme pour l'économie égyptienne fait que ce problème va sans doute être un des problèmes numéro un pour la reprise, pour la relance de l'économie, puisque pour l'instant, personne ne circule.
Oui, c'est vrai que le tourisme, c'est un secteur clé, je dirais, un secteur clé pour des rentrées de devises étrangères. Il y a deux, en fait, deux sources majeures. Hein. Peut-être on va en parler du deuxième aussi. Hein. Il y a deux sources majeures, les envois de fonds, le transfert de fonds de la diaspora égyptienne à l'étranger, notamment dans les pays du Golfe. Et ça, c'est la source numéro un. Ça porte autour de 10% du PIB, en gros. C'était l'année dernière, en 2019, il était de 29 milliards de dollars de rentrée dans l'économie, injecté dans l'économie. Le tourisme vient en deuxième position avec 13 milliards de dollars en 2019, ce qui fait presque la moitié. Donc, ça fait autour de 5% en gros du produit national brut. Donc, c'est important et ça fait également travailler presque 10% de la main-d'œuvre, ce qui est important. C'était un secteur prometteur, très prometteur. Hein. Les chiffres de l'année dernière, ce que je viens de citer, étaient un record depuis 2010, depuis juste avant 2011, la révolution de 2011. Donc, l'Égypte était sur une pente ascendante concernant le tourisme en particulier, et le pays tablait beaucoup sur ce secteur pour renflouer un petit peu également les réserves en devises étrangères. Donc, maintenant, il est presque en arrêt net. Hein. Il est à 80%, les réservations, ils sont moins de 80%. Il n'y a que le tourisme interne qui fonctionne pour l'instant. L'aéroport du Caire, tous les aéroports égyptiens sont fermés. Il n'y a pas de liaison extérieure, il n'y a pas de liaison aérienne extérieure, il y a seulement à l'intérieur du pays. Donc, ça a été, je dirais, durement touché, c'est sûr. Maintenant, on commence à penser, ou on a déjà annoncé des mesures de déconfinement, de réouverture de certains secteurs économiques, y compris le tourisme, mais bien sûr, ça dépend d'un facteur extérieur. Donc, que des touristes étrangers viennent faire le déplacement vers l'Égypte en ces temps difficiles, bien sûr, de la pandémie, qui est loin d'être, bien sûr, d'être contrôlée ou maîtrisée. Mais il y a une réouverture à partir de, ils ont déjà annoncé, en fait, à partir du mi-mai, que du mi-mai jusqu'à fin mai, les hôtels sont autorisés sous condition, bien sûr, de mesures sanitaires, etc., autorisés à ouvrir leurs portes jusqu'à 25% de leur capacité d'accueil. Et puis, à partir du 1er juin, ils vont faire remonter cette capacité à 50% de leur capacité d'accueil. Bien sûr, tout en prenant toutes les mesures nécessaires, les précautions nécessaires pour empêcher les masques, etc., pour empêcher la propagation du virus. Donc, si je comprends bien, vous nous invitez dans la mesure du possible, c'est aussi des décisions gouvernementales, évidemment, qui ne sont pas du ressort de chaque individu, mais vous nous incitez à venir en Égypte, à profiter de la réouverture du tourisme pour découvrir l'Égypte, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à découvrir et puis de gens, parce que vous avez un peuple particulièrement accueillant, sympathique et avec lequel on est heureux d'échanger. Une question quand même sur les conséquences politiques, parce que dans beaucoup de pays, y compris le nôtre d'ailleurs, la France, les pouvoirs en place ont, disons, utilisé aussi l'épidémie pour serrer la vis un peu, pour tenir. Et ce n'est pas un phénomène de tel ou tel pays, c'est un peu général. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'Égypte? Oui, écoutez, on ne sort pas de la règle générale qui existe un peu partout dans le monde. Hein. Tout est à l'arrêt. En quelque sorte, tout tourne au rythme du Covid-19, c'est-à-dire de l'évolution de la pandémie, les mesures de protection, le confinement, le déconfinement, les mesures qui sont prises, est-ce qu'ils vont ouvrir, pas ouvrir, l'éducation, qu'est-ce qu'on fera pour les jeunes, le bac, etc. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec ces... Donc, le travail, les heures d'ouverture, etc. Et bien sûr, vous savez, beaucoup de secteurs et une bonne partie de la population est affectée par les mesures de confinement, de couvre-feu, etc. Et maintenant, tout l'intérêt, toute l'attention est portée là-dessus. C'est-à-dire l'opinion publique, la population, y compris le gouvernement, bien sûr,
tout le monde est focalisé et axé sur comment on va pouvoir sortir de cette crise, comment on va pouvoir revenir à une vie normale, dans quelle échéance, et comment on va faire le mois prochain, etc. Même les décisions de gouvernance se font tous les 15 jours presque. Hein. Donc, les décisions qui sont prises, c'est presque tous les 15 jours, mi-juin, 1er juillet, etc. Donc, tous les pays tournent au rythme de ça et tout le reste est relégué au second plan. Donc, y compris plein d'autres dossiers ou volets prioritaires qui n'ont plus maintenant de place, n'ont plus leur place actuellement sur l'agenda. Donc, voilà, c'est peut-être un répit aux autorités, c'est sûr. Un répit, mais aussi, il y a un défi concernant, bien sûr, le Covid aussi, parce que s'il y a une propagation importante de la maladie, ça va poser également des problèmes sociaux, etc. Donc, c'est pouvoir comment faire un équilibre entre la réouverture de l'économie, parce que c'est nécessaire, et c'est c'est important pour beaucoup de secteurs, une bonne partie de la population, surtout ceux qui travaillent dans le secteur informel, qui fait presque 60% du poids, enfin de la taille de l'économie. Et cette population, ou en tout cas ces travailleurs qui sont concernés par le secteur informel, ça pose un vrai problème. Il y a des mesures qui ont été prises en faveur de ce secteur en particulier. Une dernière question, Hicham, qui n'a pas de rapport direct avec le Covid, encore que, parce que la survie de Netanyahou est très liée à la manière dont il a utilisé la menace de l'épidémie, dont il a grossi d'ailleurs la menace d'une manière considérable pour rallier Benny Gantz à son gouvernement d'urgence nationale. On a beaucoup de discours maintenant très clairs, très affirmatifs, sur le fait qu'Israël entend profiter du plan Trump pour annexer une partie importante de la Cisjordanie, plus importante qu'il n'est écrit d'ailleurs, parce que quand on ajoute la vallée du Jourdain et les colonies juives de Cisjordanie dans l'ensemble de leur territoire, on est plutôt près de 50% que de 30% en réalité de la Cisjordanie. Il y a un peu partout un durcissement de l'opposition à ces mesures, y compris dans le monde arabe. Je pense aux déclarations récentes du roi Abdallah de Jordanie. Je rappelle aussi que le monde arabe au Caire, le 1er février, avait rejeté le plan Trump. Est-ce qu'en Égypte, on a eu des réactions au discours, notamment du 17 mai, au discours d'investiture de Netanyahou? Il annonçait de manière assez claire son projet d'annexion. La position officielle de l'Égypte, c'est bien sûr de s'opposer à toute annexion de la Cisjordanie et que bien sûr toute cette annexion, ça devait compliquer la recherche d'une solution pacifique ou d'une solution d'un règlement politique entre Israéliens et Palestiniens. Ça, c'est la position officielle. C'est vrai que peut-être les Égyptiens ne pensent pas vraiment que Netanyahou vraiment franchira ce pas et annexera vraiment une partie importante de la Cisjordanie, mais en toute état de cause, leur position officielle, c'est le rejet, bien sûr, en dehors des négociations, de toute annexion d'une partie de la Cisjordanie. Toute action unilatérale dans ce sens, bien sûr, est rejetée. Le roi Abdallah a été jusqu'à menacer de rompre le traité de paix de 1994 avec Israël. Est-ce qu'en Égypte, dans les milieux bien autorisés, comme on dit, on pense aussi à une réaction de ce type? Non, cet aspect qu'a annoncé le roi Abdallah n'était pas évoqué, en tout cas en Égypte. C'est-à-dire, annuler l'accord de paix ou c'est une infraction à l'accord de paix, ça n'a pas été évoqué, en tout cas, par les autorités officielles. Donc, c'est le rejet de la position de Netanyahou sur la question, mais sans aller au-delà. Et est-ce qu'on peut imaginer ce qu'est, bon, c'est la période de l'épidémie, c'est compliqué évidemment, ce qu'est l'opinion de l'Égyptien de la rue, de l'Égyptien moyen, qui a toujours été extrêmement sensible à la question palestinienne?
Oui, c'est vrai que la rue égyptienne ou l'opinion publique égyptienne est très absorbée, bien sûr, par le Covid-19. Il y a peut-être ceux qui sont politisés ou ceux qui suivent un petit peu l'actualité de la région, y compris, bien sûr, concernant le processus de paix ou la question palestinienne. Il est évident, sans trop disserter là-dessus, hein, l'opinion publique égyptienne sera totalement contre toute annexion, bien entendu, par Israël du parti de la Cisjordanie. Ça, y a pas de, on peut le dire en toute confiance. L'opinion publique égyptienne a été toujours du côté du peuple palestinien. Il a toujours manifesté à toute occasion. Seulement maintenant, bien sûr, comme je l'ai dit, on vit au rythme du Covid-19. Parfois, les événements qui sont régionaux, en tout cas l'évolution de la région, sont un peu éclipsés maintenant par les informations concernant l'évolution de la pandémie en Égypte et ailleurs.